Alors nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bernard Lugan, historien africaniste bien connu de nos téléspectateurs, à l'occasion de la publication de son dernier ouvrage, une monumentale histoire de l'Afrique du Nord, qui pèse 700 pages, qui est renforcée, je crois, par 80 cartes couleurs, enfin un travail exhaustif, tout à fait considérable, tout à fait impressionnant, qui renvoie d'ailleurs aux ouvrages déjà publiés par Bernard Lugan. Je pense à son histoire de l'Afrique du Sud, à son histoire générale de l'Afrique. Alors cette Afrique du Nord, c'est à la fois le Maghreb, auquel il faut ajouter la Libye et l'Égypte, parce que nous avons eu dans le passé de grandes synthèses sur l'Afrique du Nord en France, mais elles se limitaient au Maghreb. Je pense notamment aux 3 volumes de Charles-André Julien qui sont bien datés maintenant, et au cours des dernières décennies, nous n'avions pas eu de grands ouvrages de synthèse sur la question, donc ce travail vient combler un vide, et de plus tient compte évidemment des dernières avancées historiographiques dans des domaines qui jadis étaient tout à fait méconnus ou négligés. Je pense par exemple à la paléoclimatologie, dont l'importance a été considérable dans l'évolution de cette région du monde. Je pense également aux étapes de l'arabisation de cette Afrique du Nord qui n'était pas encore bien connue jusqu'à une époque relativement récente, quels qu'aient été les travaux réalisés par les savants français à l'époque où l'Afrique du Nord était française. Alors, Bernard Lugan, commençons par le commencement, comme je l'ai dit. La paléoclimatologie, c'est un domaine tout à fait essentiel pour comprendre l'évolution de la région concernée, notamment pour comprendre les conditions dans lesquelles va apparaître l'ancienne civilisation égyptienne. Oui, mais c'est un de mes domaines de recherche essentiels. La paléohistoire climatique de l'Afrique est un domaine que j'explore depuis 30 ans. C'est fondamental, parce que le propre du climat, c'est de changer, et lorsque l'on étudie l'histoire de l'Afrique, on voit bien que le climat a changé. Or, c'est à la faveur des oscillations climatiques, période de sécheresse, période d'humidité, froid égale sécheresse en Afrique, et chaleur égale pluie. Donc, s'il y a un réchauffement climatique, ce sera tout à fait bénéfique pour l'Afrique, parce qu'il y aura plus de pluie. Donc là, on voit bien les bêtises qui sont racontées par un certain nombre de médias officiels. Donc, c'est à l'occasion de ces oscillations climatiques que va se faire la mise en place des populations. Alors, je ne vais pas rentrer sur cette longue histoire, car mon livre débute il y a 60 000 ans, mais je vais parler de la période relativement récente, qui est la période de 8000, 5000, qui est la période qui va voir 2 phénomènes considérables se mettre en place. Un, la poussée berbère vers le centre du Sahara et le reflux des populations pastorales noires, probablement ancêtres des Peuls, vers la région sahélienne. Donc le Sahara devient un monde blanc avec les berbères touaregs. Et au même moment, la poussée vers l'ouest des berbères pasteurs de l'actuelle Libye qui vont pousser par la péjoration climatique aller prendre le contrôle ou s'installer ou pénétrer le long de la vallée du Nil. Nous sommes dans une période fort intéressante qui va voir une sédentarisation le long de la vallée du Nil avec abandon de l'élevage transhumant, avec passage à l'agriculture, avec création des premiers villages, création des premières confédérations et création des villages, densification de la population, pratique des travaux collectifs, donc naissance de l'État. Donc cette évolution climatique qui est directement à l'origine de la civilisation pharaonique. C'est fondamental. Donc ça, c'est le point de départ de mon livre. Alors, sur cette question de l'Égypte, il y a aussi un domaine qui a été exploré récemment, c'est tout ce qui concerne l'analyse génétique pour savoir quelle était l'origine donc des Égyptiens créateurs de la civilisation pharaonique. Ça permet de répondre notamment à toutes les fariboles concernant les origines africaines noires de la civilisation égyptienne. Alors, si vous voulez, il y a 15 ans, j'ai publié une histoire de l'Égypte.
Et j'ai eu une intuition à cette époque en disant la naissance de l'Égypte au nord de la première cataracte est berbère. Comment avais-je eu cette intuition? C'est en faisant des fouilles archéologiques et travaux archéologiques dans le désert libyen et dans toute la partie qui va de la frontière algérienne jusqu'à la vallée du Nil. J'ai vu que l'art rupestre des populations de chasseurs du Sahara représentaient exactement les mêmes familiarités que ce que l'on trouve dans les représentations rupestres égyptiennes d'avant l'Égypte. Et j'ai pensé qu'il y avait là un seul ensemble de populations. Donc j'ai eu cette intuition qui a été confirmée par la génétique. Car la génétique a démontré une dizaine d'années plus tard que le fond ancien de la population égyptienne au nord de la première cataracte est berbère. Ce qui est tout à fait normal, parce que tout le monde nord-africain, c'est-à-dire de l'Égypte jusqu'au Maroc et au-delà, jusqu'aux îles Canaries, a un substrat de population qui est berbère. Les primo-habitants, les indigènes, ce sont les berbères, dont les populations vont être maniées, remaniées, influencées, pénétrées, interpénétrées par les diverses invasions. Mais le fond ancien est berbère. Alors ceci est fondamental parce que c'est une intuition que j'ai eue en comparant les peintures, les représentations rupestres sahariennes et égyptiennes. Et alors ce monde berbère, il va être ensuite pour une part hellénisé du côté de la Cyrénaïque, et puis il va être romanisé aussi. Oui, alors ce monde berbère, Maghreb. Alors ce qui est fort intéressant dans l'histoire de l'Afrique du Nord, c'est que la coupure géographique n'est pas tant le Mashrek et le Maghreb, c'est le golfe des Sirtes. Le golfe des Sirtes, pourquoi? Parce que le golfe des Sirtes fait une rupture désertique entre les cités de Cyrénaïque et les cités de Tripolitaine. Et disons, de Misrata à Benghazi, il y a un désert. Et ce désert se prolonge vers le sud par une ligne d'oasis et va être à la fois un désert séparant le Maghreb du Mashrek, mais en même temps la pénétrante vers le lac Tchad. C'est fort intéressant. Alors donc, toute l'arrêt cyrénaïque, elle, va être grecque. C'est une merveilleuse histoire. La merveilleuse histoire de la Cyrénaïque grecque, parce que les Grecs s'installent en Cyrénaïque. La Cyrénaïque, c'est la Corse. La partie nord de la Cyrénaïque, c'est la Corse. 800 mètres d'altitude, des montagnes, il pleut. Apollon avait trouvé... assez verte, oui. Apollon, la Djebel Hagdar, la montagne verte, Apollon avait trouvé le ciel pour que la pluie puisse descendre. Les Grecs s'installent dans cette région qui est excessivement fertile et qui va être un phare de la civilisation jusqu'à l'arabisation. La Cyrénaïque va être le phare, un des phares de la civilisation méditerranéenne. Et alors à l'ouest, c'est Carthage. Et la séparation entre Carthage et la Grèce se fait dans le golfe des Sirtes. La géographie. Alors, une histoire très intéressante. Carthage et les cités grecques ne veulent pas entrer en guerre, et pour éviter un conflit, s'en remettent à des coureurs, à des champions. Et des champions partent du côté grec de Benghazi, et du côté de Benghazi, de ce qui va devenir Benghazi, et du côté carthaginois de la région de Tripoli. Et ces coureurs se rejoignent à un endroit qui va être la frontière. Les Carthaginois ont mieux couru que les Grecs, donc la frontière est déplacée vers l'est, et c'est exactement au fond du golfe des Sirtes. Et quand Mussolini aura pris le contrôle de la région, il va installer l'hôtel, un arc de triomphe. Alors, hôtel des frères Philène, pourquoi? Parce que les Grecs sont accusés d'avoir été achetés par les Carthaginois pour ne pas courir, et ils s'immolent pour montrer leur bonne foi. Oui. C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Et la rupture géographique est exactement la rupture culturelle. Toute la partie située à l'est regarde vers le Nil, et toute la partie située à l'ouest regarde vers Carthage et vers la Méditerranée occidentale. Ce qui, d'ailleurs, doit nous amener à réfléchir sur ces permanences de longue durée et sur ce qu'elles pourraient représenter aujourd'hui dans le contexte de la mise en pièces de la Libye. Elles représentent exactement une réalité transformée par l'islam, mais sur un substrat géographique avec une Cyrénaïque, une Tripolitaine et une pénétrante fezzanaise qui descend vers le lac Tchad. Et quand vous avez dit cela, vous avez résumé la situation de la Libye. Et les incapables, et les inconséquents, et les fous furieux qui ont poussé à la guerre contre le colonel Kadhafi n'avaient aucune notion de cette réalité. Au nom des droits de l'homme et au nom de la croisade démocratique... Ignoraient manifestement la géographie. Ils ont foulé aux pieds une géographie et une histoire millénaire.
Alors, cette Afrique du Nord, elle va connaître l'empreinte phénicienne, punique, à Carthage. Quelle a été l'importance de cette empreinte sur ce socle berbère? J'allais dire pas grand-chose. Pas grand-chose. Carthage va être à la fois carthaginoise et berbère. L'influence va se faire avec les berbères les plus orientaux, ceux qui vivent dans la partie de l'actuelle Tunisie, des comptoirs littoraux, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une phénicisation profonde, sauf chez les élites carthaginoises qui vont être berbérisées. Non, le gros changement va arriver avec Rome. Avec Rome, nous allons vraiment voir une latinisation, sur laquelle nous allons revenir d'ailleurs, qui va être profonde dans certaines régions, pas partout. L'idée que nous avions à l'époque coloniale de dire que l'Afrique du Nord, dans cette optique-là, c'est le Maghreb, parce que pour les Français, l'Afrique du Nord, c'est le Maghreb, et que l'Afrique du Nord était à la fois romaine et chrétienne, est fausse. L'étude régionale doit nous permettre de dire de grandes différences. Certes, il y avait 600 évêchés d'Alexandrie jusqu'à Tanger, mais dans l'actuel Maroc, il n'y avait que 2 évêchés. Disons qu'à l'ouest d'Oran, il n'y a plus de romanité, sauf des points d'appui, sauf des villes. Volubilis, qui n'est pas une ville romaine, c'est une ville berbère, qui a été embellie par les Romains. C'est Tanger qui est la ville romaine, Tanger, Salé. Donc il y a quelques positions romaines. À l'ouest d'Oran, la romanité et la christianité et le christianisme sont bien moins importants. Et ceci est fondamental. Les études régionales permettent de limiter un peu les idées globalisantes que l'on avait dans une historiographie ancienne à l'époque. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur les contacts entre les zones romaines de l'actuelle Algérie et les zones romaines de l'actuel Maroc. C'est un vide total. Il n'y a rien. Toutes les prospections qui ont été faites, tous les relevés aériens, il n'y a rien. Il va falloir attendre à l'extrême est, quasiment au-delà de Nemours, Sirorum, pour avoir un premier poste romain. Disons qu'au-delà d'Oran, nous sommes dans le monde berbère qui ne bouge pas, sauf quelques points d'appui sur le littoral. C'est très intéressant, c'est fondamental. Ce qui va expliquer d'ailleurs toute l'histoire de l'islamisation. Parce que les zones qui sont christianisées, les zones berbères qui sont christianisées, vont résister à l'islam avant de se convertir. Toute la partie ouest, c'est-à-dire l'actuel Maroc, qui n'a pas été romanisée, qui n'a pas été christianisée, va se convertir immédiatement à l'islam. C'est tout à fait intéressant, mais en conservant la berbérité. Parce que les berbères du Maroc vont, en se convertissant à l'islam, entrer directement dans l'ensemble des conquérants qui pourraient maintenir leur civilisation, leur culture, leur mode de vie. Ce qui va être vrai d'ailleurs. Il faudra attendre le XIIe, XIIIe siècle pour voir une arabisation. Et puis l'islam nord-africain aussi, il va correspondre également à la branche raridjite de l'islam. Surtout c'est par le Maroc que ça passe. Alors ce qui se passe, c'est très simple. Donc les berbères marocains se convertissent tout de suite. Et ils vont conquérir l'Espagne. C'est eux qui vont donner la force de frappe. Il y aura quelques chefs arabes. Et au bout d'un certain temps, ils vont comprendre qu'ils sont en fait colonisés par une toute petite aristocratie arabe. Aristocratie arabe qui est dans l'idée suivante, la communauté, la Houma, doit être gouvernée par les descendants, la famille du prophète. Or, ces berbères disent, mais attention, ça veut dire que donc nous, berbères, qui nous sommes convertis immédiatement et qui avons donné la force de frappe à l'islam, nous sommes décolonisés, puisque pour l'éternité, nous allons être dominés par des descendants. Donc, les berbères, pour échapper à l'arabisation, vont adopter l'hérésie égalitaire kharidjite, qui dit que la Houma doit être dirigée non pas par les descendants du prophète, mais par le meilleur des musulmans. Donc, ils vont utiliser le kharidjisme pour chasser les Arabes. Ils vont conquérir toute l'Afrique du Nord et ils vont créer sur toute l'Afrique du Nord des dynasties berbères islamisées. Ils ne vont jamais remettre en cause l'islam. Et ce qui est frappant, et on voit que là, la religion va servir à la défense ethnique, à partir du moment où ils auront chassé les Arabes, à partir du moment où ils auront coupé avec l'Orient, ils vont abandonner le kharidjisme et ils vont revenir à la Sunna.
Donc on voit bien que chez les Berbères, l'aspect ethnique est l'aspect qui domine, la religion n'est utilisée que comme un moyen de défense de la réalité ethnique. Et si on n'a pas compris cela, on n'a rien compris à l'histoire du Moyen-Âge nord-africain. Mais alors cette réalité ethnique, elle va être bouleversée aussi autour du XIe siècle, avec les migrations hilaliennes arabes. Oui. Alors il se passe un phénomène extraordinaire qui est que le califat fatimide est d'origine berbère. Le califat fatimide du Caire, né de la tribu de petite Kabylie, les Koutama, que nous connaissions chez les Romains, ou Koutoumani, les Okoutamani, qui étaient ceux qui fournissaient la cavalerie berbère des troupes romaines. Donc, nous connaissons les Koutama. Et alors les Koutama vont se mettre au service d'un Mahdi chiite, et c'est eux qui vont conquérir l'Orient. Donc le califat fatimide d'Égypte est un califat avec des troupes berbères de Kabylie. Et au bout d'un certain temps, les Berbères du Maghreb actuel se détachent un peu de l'autorité fatimide, et au même moment arrive en Égypte une migration d'Arabes sortis du désert. Tous les 5 ou 6 siècles sortent des tribus arabes qui jusque-là allaient vers la Palestine, vers l'Irak, vers l'actuelle Syrie. Et là, elles déferlent, ces invasions arabes, sur l'Égypte. Et le calife fatimide va se dire, voilà, comment faire pour nous débarrasser de ces envahisseurs? Mais nous allons faire d'une pierre deux coups. Nous allons leur donner des titres de propriété à l'ouest, et ils vont aller châtier nos sujets berbères révoltés. On appelle, à l'époque, nous allons leur envoyer le fléau bédouin. Et les Bédouins vont partir vers l'ouest, les premiers vont s'installer en Cyrénaïque, d'où la réputation des tribus nobles en Libye, qui sont les tribus de Cyrénaïque. La deuxième vague va s'installer en Tripolitaine, donc nous avons là les 2 alliances actuelles tribales de Libye, et la troisième vague, par le sud de la Tripolitaine, va passer en Tunisie actuelle, et là, les Berbères qui sont au pouvoir au Maroc, les Berbères vont, ce sont les Almohades, ces Berbères almohades originaires du Haut-Atlas, vont se porter au-devant d'eux pour les repousser, ils les écrasent complètement, font des pyramides de têtes avec leurs cadavres, et au lieu de les renvoyer en Orient, ils les font rentrer dans leur djitch, dans l'armée almohade. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent les utiliser contre la Reconquista chrétienne. Et ils les font passer à l'ouest de la Moulouya, donc dans l'actuel Maroc. Ils les installent déjà dans le Ouarsenis, ils les font passer dans l'actuel Moulouya, et le sultan meurt, ne peut pas lancer son opération en Espagne, et se retrouve avec des tribus arabes qui sont sédentarisées. Donc ce sont des Berbères qui vont faire entrer des Arabes dans le Maghreb à l'Aqsa, c'est-à-dire dans la partie occidentale du Maghreb, et à partir de ce moment-là, tout le jeu politique de l'Afrique du Nord maghrébine va être bouleversé, et en Libye également, parce que ces tribus ont une force combattante et vont donner leur poids de sabre et de guerre à l'un ou l'autre des prétendants. Donc les prétendants berbères vont s'attacher les services de ces tribus, en échange de leurs services, leur donner des terres, et c'est ainsi que toute la région des Doukala, par exemple, toute la partie ouest du Maroc, toute la partie littorale du Maroc, la partie de Casablanca, etc., est aujourd'hui peuplée par des tribus arabes. Les tribus berbères ont été éliminées ou ont fusionné avec ces tribus arabes, et l'on voit, à partir de ce moment-là, l'arabisation physique d'une partie de l'Afrique du Nord, et l'on voit les Berbères qui vont se retrouver dans des isolats. Car... Y a-t-il une différence physique justement entre les Berbères et l'Arabe? Est-ce que le Berbère est plus grand, plus clair de peau? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a pas un type berbère, il y a des types berbères. Aujourd'hui, il est très difficile de redire, en dehors de la langue, ce qui peut les différencier. Par exemple, quand vous êtes dans l'anti-Atlas marocain, vous avez des Berbères qui ont une peau basanés, parce qu'ils se sont mélangés avec les Noirs, le commerce. Quand vous êtes dans le Rif, vous avez des Berbères bleus, blonds, aux yeux bleus, roux, etc. De même en Kabylie. Quant aux Touaregs, eh bien, ils ont une carnation qui parfois peut être foncée. Donc aujourd'hui, la berbérité, c'est une langue. C'est d'abord une langue. Mais à l'origine, c'était un peuple. Et aujourd'hui, ce peuple a été très largement interpénétré, non seulement par les Arabes, mais par tous les envahisseurs qui sont passés. Il y a eu les Vandales, il y a eu les Romains, il y a eu tous les envahisseurs qui sont passés par l'Afrique du Nord. Donc le phénomène berbère est un phénomène identitaire qui aujourd'hui se caractérise
par un phénomène linguistique, mais qui était avec un substrat ethnique jusqu'à il y a encore quelques temps, et qui existe encore dans certaines zones où les Berbères, quand vous allez dans le Rif par exemple, où parfois vous avez des types physiques qui sont irlandais. Quand vous allez... ça. Oui, un jour j'étais sur Air Maroc et une hôtesse est arrivée, je lui ai dit vous êtes de telle tribu du Rif, elle me dit pourquoi vous le savez? Ben, j'ai dit parce que vous pourriez être hôtesse de l'air sur Air Lingus, vous avez une tête d'irlandaise, vous avez des taches de rousseur et les yeux verts. Extraordinaire. Et les Égyptiens du temps des pharaons, c'est aussi un type humain très particulier. Alors là, nous sommes très bien renseignés là-dessus. C'est un domaine que j'ai beaucoup étudié. Contrairement à ce que disait Cheikh Anta Diop, l'Égypte ancienne n'était pas noire. Alors, les Égyptiens anciens n'étaient pas des Suédois non plus. Bon, c'était des Nord-Africains. Relevant de l'Afrique blanche. Relevant de l'Afrique blanche. Oui. Alors, et ça, on le sait très bien parce que nous avons des milliers de momies. Et puis, nous avons surtout les représentations. Dans mon livre, qui est, je donne des illustrations de la tombe du pharaon Séti Ier. Et les peintures de la tombe du pharaon Séti Ier sont extraordinaires, parce que les Égyptiens représentent tous les peuples qui les environnent. Ils se représentent et ils montrent les Phéniciens, ils montrent les Berbères blancs, avec une tresse qui descend le long de la tempe droite, avec des plumes dans les cheveux, vraiment des blancs. Ils montrent les Phéniciens, typiques Phéniciens. Ils montrent toutes ces populations et les Noirs. Et ils montrent toutes les différences des Noirs. Ils montrent les Noirs nubiens qui ne sont pas noirs, qui sont presque rouges, et ils montrent les Noirs au-delà de la 4e cataracte ou 5e cataracte, qui sont de purs noirs. C'est extraordinaire. Ces peintures, je ne comprends pas comment on peut encore soutenir c'est une vision totalement idéologique. Par contre, parfois les yeux sont presque un peu asiatiques sur certaines peintures. Non, c'est un style artistique. C'est un style artistique. Par exemple, à l'époque comment dirais-je, certaines époques pharaoniques, on va représenter les hommes avec du ventre, avec des traits plus mous, d'autres... non, il y a des représentations artistiques qui vont... Tout à fait. Des conventions différentes. Des conventions artistiques différentes. Mais quand ils représentent les populations qui les entourent, parce qu'ils montrent les populations qui viennent porter hommage, ou qui viennent porter des offrandes à Pharaon. Donc là, c'est très précis. Très précis. Et vous les avez également. C'est très intéressant. Moi, j'ai un peu travaillé dans les tombes des dignitaires, parce que dans les tombes des pharaons, sont très codifiées. Mais dans les tombes des dignitaires, par exemple, notamment, je travaillais sur la tombe d'un dignitaire qui avait fait plusieurs voyages dans le pays de Punt, etc. Et sur cette tombe, on montre les contacts avec les populations. Et là c'est très clair, c'est du réalisme. C'est de la représentation totalement réaliste qui pour l'ethno-historien que je suis, est passionnante. Moi, je suis d'abord un ethno-historien. Vous partez du réel. Oui, moi je parle de deux choses. Je parle de la terre et les hommes. Comme disent les anglo-saxons, the land and the people, la terre et les hommes. Et ensuite, le reste ne m'intéresse pas. Le reste est plus... Le reste, on est bien le sang et le sol. Voilà, le sang et le sol. Le sol et le sang. Et quelle place aussi dans cette Afrique du Nord pour l'expansion ottomane? Alors, l'expansion ottomane va se faire... XVIe siècle. Pourquoi? Les Ottomans vont essayer de prendre en tenaille la chrétienté, alors au nord par les Balkans, la mer Noire, etc. Et la deuxième passe de la tenaille, c'est par l'Afrique du Nord. Donc ils vont prendre l'Égypte et ensuite ils vont arriver en Libye, l'actuelle Libye. Et ils vont pousser jusque sur la Moulouya. Et là, ils vont buter sur qui? Sur le Maroc. Et paradoxe, et là, c'est là où on voit la grande constante historique, et c'est là où on voit ce qu'est la vraie géopolitique de cette région. Les chrétiens qui viennent d'achever la Reconquista, qui sont en phase d'achèvement de la Reconquista, qui vont expulser un certain nombre de Morisques au début du XVIIe siècle, s'allient avec les sultans marocains contre les Turcs. Mais une alliance qui va aller très loin, parce que les Espagnols sont présents à Oran, avec le comte d'Alcaudet qui tient la ville d'Oran, et quand les forces turques vont approcher sur la Moulouya et vont mettre en difficulté l'armée marocaine, les forces espagnoles vont sortir d'Oran pour prendre à revers par Tlemcen les forces turques. Une alliance qui va durer pendant toute la période, ce qui fait que les Turcs ne vont jamais pouvoir passer la frontière. Ils ne vont jamais pouvoir contrôler le Maroc. Et c'est tout à fait intéressant, c'est un phénomène qui mérite d'être étudié, et que j'étudie énormément dans mon livre.
Mais c'est une domination, une hégémonie quand même très superficielle, l'hégémonie ottomane. Oui et non. Oui et non. Elle est superficielle. C'est en Algérie où elle est le moins superficielle. Parce que très rapidement, en Libye, il va y avoir les Koulouglis, c'est-à-dire les métis de Turcs et d'indigènes, qui vont prendre une certaine autonomie jusque dans les années 1850. En Tunisie, un début de monarchie nationale, mais pas en Algérie. Parce qu'en Algérie, comme nous sommes sur une marche frontière menacée par le Maroc, les Turcs qui sont en Algérie vont certes prendre une autonomie par rapport au sultan turc, oui, mais toujours se revendiquer leur ottomanisme. Merci Bernard Lugan pour tous ces éclairages concernant l'histoire de l'Afrique du Nord. Je rappelle donc que votre ouvrage est publié aux éditions du Rocher. Oui, et puis il y a toute la partie contemporaine. Et il y a toute la partie contemporaine dedans aussi, bien sûr. Ouais. Et puis nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.